Le 24 mars 1991, une journée de printemps ordinaire à Victoria, en Colombie-Britannique. Le soleil filtre à travers les nuages, jetant une lumière douce sur le terrain de l'école primaire Blanchard. Des familles sont rassemblées. L'air est rempli des sons étouffés d'une partie de flag football féminin. C'est une scène de communauté, de normalité, un dimanche après-midi comme tant d'autres. Au milieu de cette tranquillité se trouve la famille Dunahi, Crystal, Bruce, et leurs deux jeunes enfants, Caitlin et Michael Wayne. Dunahi, âgé de 4 ans, est un garçon plein de vie, avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus et des taches de rousseur qui commencent à peine à dessiner une constellation sur son visage. Ce jour-là, il porte l'uniforme de tous les enfants des années 90, une veste à capuche bleue, un t-shirt des Tortues Ninja, un pantalon de rugby multicolore et des baskets bleues. Des détails vestimentaires qui, en quelques minutes, passeront de l'anodin au tragiquement iconique. Alors que sa mère, Crystal, se prépare pour son match, Michael, attiré par la promesse des balançoires et des toboggans, demande la permission d'aller au terrain de jeu de l'école. Il n'est qu'à quelques mètres, un espace visible, entouré de dizaines de personnes. Un lieu qui semble être le summum de la sécurité. Pourtant, un pressentiment glacial étreint sa mère. « J'ai eu l'intuition que quelque chose n'allait pas », racontera-t-elle plus tard, une prémonition qui hante cette affaire depuis plus de 3 décennies. Malgré ce malaise, elle cède, lui disant d'attendre son père qui le rejoindra dans un instant. C'est dans cet intervalle infime, entre le consentement d'une mère et l'arrivée d'un père, que Michael Dunahi disparaît. Il s'évapore. L'horreur de cette affaire réside dans cette proximité insoutenable entre la sécurité et le péril. Michael a été enlevé dans un espace public, sous les yeux de ses parents et d'une 50aine d'autres personnes. Il n'a pas été victime d'un accident dans un lieu isolé. Il a été volé au cœur même d'un rassemblement communautaire. Comment un prédateur a-t-il pu agir avec une telle audace, sans qu'un seul regard ne se pose sur lui, sans qu'un seul cri ne soit entendu? Ce paradoxe a non seulement brisé la famille Dunahi, mais il a aussi fait voler en éclats le sentiment de sécurité de toute une ville, marquant une perte d'innocence irréversible. Cette histoire est un rappel brutal que la vigilance est un capital inestimable et que la sécurité de nos enfants n'a pas de prix. Si vous êtes nouveau sur Traces perdues, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies sur les mystères qui ont marqué notre histoire. La famille Dunahi arrive à l'école vers 12h30. Quelques minutes après que Michael a parcouru la courte distance le séparant du terrain de jeu, son père, Bruce, part à sa rencontre. Il trouve une aire de jeu déserte. Le silence est assourdissant. La réalisation que Michael n'est plus là se propage comme une onde de choc à travers la foule. La partie de flag football s'arrête net. Une recherche frénétique et improvisée s'organise. Plus de 50 personnes se déploient sur le terrain de l'école, leurs appels angoissés déchirant le calme de l'après-midi. « Michael, Michael !» Mais seul l'écho leur répond. Conscients de la gravité de la situation, les Dunahi alertent immédiatement la police. La réponse des forces de l'ordre est rapide et massive. Compte tenu du lieu public, du nombre de témoins potentiels et de la vitesse à laquelle l'enfant a disparu, les enquêteurs écartent rapidement la thèse de la fugue ou de l'égarement. Le détective-inspecteur Fred Mills, aujourd'hui à la retraite, se souvient que l'affaire présentait toutes les caractéristiques d'un enlèvement. Cette classification précoce est cruciale. Elle mobilise toutes les ressources disponibles et donne le ton de ce qui deviendra l'une des plus grandes enquêtes policières de l'histoire du Canada. L'investissement financier dans une telle opération est colossal. Mais à ce moment-là, chaque dollar dépensé représente un espoir de retrouver le garçonnet. La recherche initiale s'étend rapidement à toute la ville. Plus de 200 personnes, policiers, volontaires civils et membres de la garde côtière sont mobilisés. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques survolent la zone, tandis qu'au sol, les équipes de recherche fouillent méticuleusement les poubelles, les réfrigérateurs abandonnés, les vides sanitaires. Des barrages routiers sont érigés sur le sud de l'île de Vancouver et les terminaux de ferry ainsi que les aéroports sont placés en état d'alerte maximale pour couper toute voie de fuite potentielle. Malgré cet effort immense et immédiat, la première semaine de recherche ne donne absolument rien. Aucun signe de Michael, aucune piste substantielle.
L'aspect le plus déconcertant de cette disparition est l'absence totale de preuves matérielles. Dans un parc bondé, par une journée claire, personne n'a vu de lutte. Personne n'a signalé un enfant emmené de force. Aucun témoin ne s'est manifesté pour décrire un véhicule suspect quittant les lieux au moment précis de l'enlèvement. Cette absence de scène de crime définie et de témoins oculaires directs crée un vide abyssal pour les enquêteurs dès la première heure. Le fait que personne n'ait rien vu dans un lieu aussi peuplé est, en soi, un élément de preuve crucial et profondément troublant. Cela suggère un ravisseur d'une discrétion remarquable, capable de se fondre dans la foule, ou peut-être quelqu'un qui n'a pas immédiatement éveillé les soupçons. Ce manque d'informations initiales a contraint les enquêteurs à jeter un filet incroyablement large, s'appuyant sur un déluge d'appels du public plutôt que sur une ligne d'enquête ciblée. C'est le défi fondamental qui définira cette affaire pour les décennies à venir. L'enquête sur la disparition de Michael Dunahi est devenue une affaire emblématique, non seulement par son ampleur, mais aussi parce qu'elle a mis en lumière le fossé technologique abyssal entre 1991 et l'ère moderne de la police. Tous les détectives disponibles du département de police de Victoria sont affectés à l'affaire, qui générera finalement plus de 11 000 signalements provenant de toute l'Amérique du Nord. Cependant, le département est contraint de gérer cet afflux massif d'informations avec des outils analogiques. Dans les premiers jours et les premières semaines, les signalements arrivent à un rythme de plusieurs centaines par heure. Chacun doit être méticuleusement consigné à la main sur du papier carbone, puis trié manuellement. Un système laborieux, inefficace et sujet aux erreurs humaines et au retard. Dans une affaire d'enlèvement où les 48 premières heures sont considérées comme la fenêtre la plus critique pour une issue favorable, un tel système est un handicap profond. Les responsables de la police ont depuis reconnu ouvertement que s'ils avaient disposé de la technologie actuelle, la vidéosurveillance omniprésente, les tests ADN avancés, les bases de données informatisées pour trier et croiser les informations, l'affaire aurait probablement été résolue. Gérer une telle quantité de données représentait un coût opérationnel énorme, un fardeau financier qui s'ajoutait à la pression de l'enquête. Ce déficit technologique a créé un paradoxe de surcharge de données. L'énorme réponse du public, née d'un profond désir d'aider, a peut-être involontairement entravé l'enquête. Le flot d'informations, sans les moyens de le trier efficacement, a créé un grave problème de signal sur bruit. Une piste cruciale pouvait facilement être ensevelie sous des milliers de signalements bien intentionnés, mais finalement non pertinents. Le volume même des données, traité par un système archaïque, est devenu autant un obstacle qu'une aide. Le regret des policiers concernant le manque d'outils modernes n'est pas une simple observation rétrospective, c'est le diagnostic de la principale vulnérabilité de l'enquête. Cela explique comment une affaire bénéficiant d'un tel engagement public et de ressources policières aussi massives a pu si rapidement s'enliser, ne laissant aux enquêteurs qu'une poignée de pistes ambiguës. La stratégie initiale a suivi la procédure standard de l'époque. Enquêter sur les délinquants sexuels connus de la région, interroger toutes les personnes présentes à l'école ce jour-là et mener des recherches physiques exhaustives. Pourtant, malgré l'effort immense, aucune piste solide n'a émergé, et l'affaire s'est refroidie d'heure en heure. Au cours des 3 décennies suivantes, l'enquête a navigué sur un chemin tortueux, fait de pistes prometteuses, de tangentes bizarres et de faux espoirs écrasants. L'une des premières et des plus persistantes fut celle de la fourgonnette brune. Un témoin a décrit avoir vu un homme d'une 50aine d'années près du terrain de jeu avec un véhicule de cette description. La police a également publié le portrait robot d'un suspect potentiel. 1 mois après la disparition, une reconstitution publique a été organisée, mettant en scène une fourgonnette brune dans l'espoir de raviver la mémoire d'un témoin. Mais la piste n'a rien donné. Pendant des années, elle a été considérée comme une impasse. Cependant, des décennies plus tard, le podcast d'investigation Island Crime a ressuscité cette piste avec un contexte nouveau et stupéfiant. Le podcast a déterré un rapport de police de 1989 détaillant une tentative d'enlèvement sur un enfant de 3 ans, presque au même endroit. Dans cet incident, un témoin était intervenu, avait confronté le conducteur d'une fourgonnette brune et surtout
avait noté son numéro de plaque d'immatriculation. Le podcast a identifié cet homme, aujourd'hui décédé, comme une personne d'intérêt très crédible. Cette révélation soulève des questions critiques. La connexion entre les incidents de 1989 et 1991 a-t-elle été manquée à cause du système de données analogique, ou une décision stratégique a-t-elle été prise de ne pas poursuivre ce lien? Au-delà de cette piste, l'enquête a été hantée par une série de fantômes. En juin 1991, un signalement a été fait dans le New Jersey. Une fillette de 7 ans qui a échappé à une tentative d'enlèvement a décrit un petit garçon ressemblant à Mikkel sur le siège arrière de la voiture de son agresseur. La piste n'a jamais été corroborée. En 2009, une découverte étrange a été faite dans le Wisconsin. Au domicile d'un homme récemment décédé, Vernon Seitz, qui avait avoué le meurtre d'un enfant en 1959, la police a trouvé une affiche de personne disparue de Michael Dunahy. Aucune preuve n'a jamais lié Seitz à l'affaire, mais la présence de cette affiche reste une coïncidence troublante et non résolue. Le plus cruel pour la famille a été la succession de fausses identités. Au fil des ans, plusieurs hommes se sont présentés en prétendant être Michael, ou ont été identifiés par le public comme des sosies. En 2006, 2011 et 2013, des enquêtes approfondies ont été lancées, mais les tests ADN ont à chaque fois prouvé qu'il ne s'agissait pas du garçon disparu. Ces moments d'espoir fugace suivis d'une déception profonde ont ajouté des couches de douleur à l'épreuve sans fin de la famille. Ils ont également été la cible d'escrocs en ligne tentant d'exploiter leur espoir pour un gain financier, une démonstration sordide de la façon dont certains cherchent à tirer profit de la misère humaine. L'affaire Michael Dunahy est un puzzle complexe avec des pièces manquantes depuis plus de 30 ans. Chaque détail, chaque piste explorée nous rapproche, espérons-le, de la vérité. Si ce genre d'enquête approfondie vous intéresse et que vous souhaitez soutenir notre travail pour mettre en lumière ces histoires, pensez à laisser un j'aime sur cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à maintenir la mémoire de ces affaires vivantes. Dès le début, une composante essentielle de la stratégie policière a été l'enquête systématique sur les délinquants sexuels connus. À l'époque de la disparition de Michael, il y avait environ 1200 délinquants sexuels condamnés en Colombie-Britannique. Les enquêteurs ont travaillé à réduire ce groupe, se concentrant sur ceux qui vivaient localement et dont les antécédents criminels impliquaient des infractions contre de jeunes garçons. Plusieurs délinquants de premier plan ont été considérés puis écartés. Arthur Plint, un pédophile notoire qui avait abusé de dizaines de garçons dans un pensionnat, vivait à seulement un pâté de maison et demi du terrain de jeu. Cependant, il avait 70 ans à l'époque et se déplaçait avec une canne, ce qui en faisait un suspect peu probable pour un enlèvement rapide. Terry Driver, le tueur d'Abbotsford, a également été brièvement considéré, mais son profil de victime, généralement de jeunes filles, ne correspondait pas à l'affaire Dunahy. L'échec de ce processus exhaustif à identifier un suspect viable a conduit les enquêteurs à une conclusion glaçante. L'auteur était probablement quelqu'un qui n'avait jamais été attrapé auparavant, un prédateur sans casier judiciaire qui était passé entre les mailles du filet lors de délits précédents. Cette hypothèse est terrifiante, car elle signifie que le coupable pourrait être n'importe qui, un voisin, un collègue, une personne d'apparence respectable, menant une double vie. C'est l'idée d'un monstre se cachant à la vue de tous, capable de commettre un acte odieux puis de retourner à sa vie normale, sans éveiller les soupçons. Au fil des décennies, en l'absence de résolution, plusieurs théories ont pris forme. La plus largement acceptée reste celle de l'enlèvement et du meurtre par un prédateur local. La rapidité et l'efficacité de l'enlèvement, combinées à l'absence de demande de rançon, suggèrent fortement un crime à motivation sexuelle ou opportuniste. Une autre théorie, moins sombre mais statistiquement moins probable, est celle de l'enlèvement pour remplacement. Elle postule que Michael a été enlevé par un individu ou un couple, peut-être une femme incapable d'avoir des enfants, qui voulait l'élever comme le leur. Cette théorie offre un élément crucial que la première n'a pas, la possibilité que Michael soit encore en vie. C'est à cette lueur d'espoir que la famille Dunahy s'est accrochée avec une force admirable. Ils ont toujours affirmé qu'ils croiraient Michael vivant, jusqu'à preuve du contraire.
C'est un acte de survie émotionnelle face à une perte ambiguë. Un choix conscient de privilégier le récit qui permet l'espoir. Face à une tragédie inimaginable, la famille d'Unahi a fait preuve d'une résilience extraordinaire, transformant leur angoisse privée en une mission publique de plaidoyer et de protection. Dévastés par la perte de leur fils, que Crystal a décrite comme un cauchemar continuel, ils ont refusé de se laisser définir uniquement par leur chagrin. Ils ont canalisé leur énergie pour aider d'autres familles, travaillant en étroite collaboration avec des organisations comme Child Find. Crystal d'Unahi est finalement devenue la présidente de Child Find British Columbia, utilisant sa plateforme pour soutenir d'autres personnes naviguant dans des tragédies similaires. Leur plaidoyer a eu un impact tangible sur la politique nationale de sécurité des enfants. En 2002, Crystal est devenue une voix prépondérante dans l'appel à la mise en œuvre du système d'alerte Amber en Colombie-Britannique, arguant qu'un tel système de notification rapide aurait pu faire une différence cruciale s'il avait existé en 1991. L'héritage le plus visible et le plus durable de leur action est la course-marche annuelle de 5 km Michael d'Unahi, Keep the Hope Alive. Organisé chaque mois de mars pour marquer l'anniversaire de la disparition de Michael, l'événement est devenu une tradition à Victoria. Il sert à la fois de mémorial, d'outil puissant pour maintenir l'affaire aux yeux du public et de collecte de fonds vital pour Child Find. Le financement de ces initiatives est crucial et chaque don, chaque participation est un investissement dans la sécurité des générations futures. Grâce à cet événement annuel, les d'Unahi ont réalisé quelque chose de remarquable, l'institutionnalisation de la mémoire. La course est plus qu'une simple collecte de fonds, c'est un rituel communautaire qui transforme un souvenir personnel et douloureux en une institution publique durable, dédiée à l'espoir et à la prévention. En liant le nom de Michael à une action communautaire récurrente qui soutient directement la sécurité des enfants, la famille a veillé à ce que son héritage ne soit pas seulement celui d'une tragédie, mais aussi celui d'une protection et d'une sensibilisation continue. La disparition de Michael, grâce aux efforts inlassables de sa famille, est devenue un catalyseur pour créer une communauté plus sûre pour tous les enfants, empêchant son histoire de sombrer dans l'oubli. Depuis plus de 3 décennies, la disparition de Michael d'Unahi est définie par un silence profond et obsédant. Un enfant s'est volatilisé d'un terrain de jeu bondé et dans l'espace qu'il a laissé, il n'y a eu aucun témoin crédible, aucune demande de rançon, aucune preuve médico-légale définitive et aucun corps. L'enquête a été entravée dès ses premiers instants par les limites technologiques de son époque, qui ont eu du mal à transformer un désir public écrasant d'aider en renseignements exploitables. L'affaire reste ouverte et active. Les enquêteurs et la famille d'Unahi s'accrochent à la conviction que quelqu'un quelque part sait ce qui s'est passé ce dimanche de mars. Le réexamen de la piste de la fourgonnette brune par le journalisme d'investigation offre la voie la plus convaincante, bien que non prouvée, vers une résolution potentielle ces dernières années. C'est un rappel puissant que même dans les affaires les plus froides, de nouvelles informations peuvent émerger. L'héritage de Michael d'Unahi est une dualité douloureuse. C'est l'histoire de la perte sans fin d'une famille et de l'innocence brisée d'une communauté. Mais c'est aussi un témoignage puissant de la force de cette même famille, qui a transformé son chagrin en un mouvement national pour la sécurité des enfants, créant un héritage de protection au nom de leur fils. Comme le répète le département de police de Victoria à chaque anniversaire, l'espoir d'obtenir des réponses n'est pas éteint. Toute cette enquête tentaculaire de 34 ans pourrait être résolue par une seule information provenant d'une seule personne. Le rappel reste aussi urgent aujourd'hui qu'il l'était en 1991. Il suffirait d'une seule personne pour ramener Michael à la maison. Le mystère de la disparition de Michael d'Unahi nous rappelle à quel point la vie est fragile et précieuse. Des milliers de familles vivent chaque jour avec l'incertitude de ne pas savoir ce qui est arrivé à un être cher. Quelle est votre opinion sur cette affaire? Pensez-vous que la vérité éclatera un jour? Partagez vos réflexions respectueuses dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement maintient ces histoires en vie et honore la mémoire des disparus. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Traces perdues. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'enquêtes
qui mérite d'être racontée.